Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite parenthèse scientifique qui aborde un sujet de santé publique présent et à venir qui affecte aussi bien la santé de l'environnement, celle des animaux et celle des hommes. Bel exemple donc de sujet intégré de santé unique qui réunit des chercheurs, des vétérinaires et des médecins qui ensemble se penchent sur la résolution de cette problématique. J'ai nommé la résistance aux antibiotiques. Alors cette résistance aux antibiotiques est problématique en partie parce qu'elle rend les infections plus difficiles à traiter, notamment après une opération chirurgicale, et que les bactéries résistantes se déplacent dans tous les milieux, l'air, l'eau et le sol. En France, en termes de chiffres, c'est 125 000 patients qui développent chaque année une infection qui est liée à une bactérie multirésistante, et dans le monde, c'est plus de 1,27 million de décès attribuables à des infections liées à des bactéries multirésistantes. Alors pour nous aider à y voir un peu plus clair sur ce sujet, nous avons la chance de recevoir le docteur Fabrice Martin-Laurent, directeur de recherche à l'INRAE et responsable du laboratoire UMR 1347 Agroécologie à Dijon. Il est expert régulièrement mandaté par des autorités telles que l'ANSES ou l'AFNOR et il est également le cofondateur du réseau Écotoxicomique, un réseau national et européen qui rassemble de nombreux chercheurs et chercheuses en écotoxicologie microbienne. Et il fait également partie de la chaire META, qui travaille sur l'antibiorésistance sur les sols, plantes avec eau usée. Je crois que l'on peut le dire quand même, Fabrice, tu es aussi un ami de la famille. Alors bonjour Fabrice et bienvenue à toi. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je connais la Fondation depuis un certain nombre d'années. Donc, on va te dire, j'étais présent dès la création de la Fondation. En tout cas, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Et autour de la table, pour votre plus grand plaisir, et également le mien, pour co-animer cette émission, Pauline. Bonjour. Julia. Bonjour tout le monde. Marie-Cécile. Bonjour tout le monde. Et Clément à la technique, qui n'a pas son micro. Eh bien, la parenthèse scientifique, la revanche des bactéries, c'est parti. Et on commence par un coup de cœur de Julien. Coup de cœur? Coup de gueule? Oui, alors effectivement, donc c'est un coup de cœur que je vais commencer par un chiffre, 500. Et c'est exactement le nombre de nouvelles rues qui devraient être végétalisées dans Paris et venir s'ajouter aux rues et places qui l'ont déjà été. Alors végétaliser, ça signifie favoriser le rafraîchissement de la ville, avoir une meilleure absorption du CO2 et donc lutter contre la pollution atmosphérique. C'est diminuer les rejets d'eau pluviale par une meilleure perméabilité des sols. C'est aussi améliorer la biodiversité. Mais c'est aussi rendre des espaces publics aux citadins, améliorant la qualité de vie et de santé, physique comme psychique, des habitants, leur rendant des lieux de détente et de rencontre, donnant une meilleure cohésion sociale, diminuant le stress. Bref, plein d'avantages. Donc ça veut dire plus d'arbres, de plantes, donc plus d'ombre, plus de fraîcheur, on l'a vu, moins de voitures, donc moins de bruit et d'encombrement. Et on améliore ainsi le cadre général de vie en apportant une touche esthétique. Donc ces initiatives fleurissent et si on en entend parler lorsqu'elles concernent notamment Paris et les grandes villes en général, on peut noter des exemples plus près de nous et souvent aussi dans des villes plus petites qui prennent conscience également des enjeux et des bienfaits qu'apportent les végétaux en ville. Alors, plus proche de nous, de nombreuses villes ont entamé ces transformations. Alors Lyon évidemment en grande ville, aussi Valence, Romans, même Montélimar, et ici aussi Bourg-les-Valences qui verdissent ou se réapproprient des espaces verts qui pouvaient parfois être mal exploités ou même abandonnés. Et ça va même jusqu'aux plus petites communes qui font avec leurs moyens. Moi, j'habite dans un petit village, il y a moins de 3000 habitants. On est quand même entouré de prés, de forêts, de verdure. Et pour autant, des efforts de plantation et de verdissement sont effectués là aussi. Bref, tout ça pour dire que tout ça va dans le bon sens, qu'on ne peut que plus soyer, oui, j'avais envie d'employer ce mot, l'action de nos politiques, en espérant évidemment toujours plus, on est toujours gourmand. Et notamment leur rappelant qu'il faut aussi, dans le processus, intéresser et intégrer les citoyens dans ce processus de transformation de nos villes. Vous reprendrez bien un peu de science?
De retour avec Fabrice Martin-Laurent, merci d'être avec nous. La parenthèse scientifique, la revanche des bactéries, et d'abord un petit micro-trottoir. Vous connaissez le slogan les antibiotiques c'est pas automatique? À votre avis, pourquoi c'est pas automatique? Parce que si c'est pas bactérien, ça sert à rien de mettre des antibiotiques. Si on les prenait sans l'accord d'un médecin, dès qu'on aurait mal au crâne, on prendrait un petit Doliprane et puis on en prendrait un peu trop et on ferait des surdosages. Des fois, on prend des antibiotiques qui sont pas bien adaptés, donc ça marche pas, et après on habitue le corps à la prise d'antibiotiques qui sont plus fonctionnels. Parce que sinon on s'habitue trop et du coup le corps ne réagit plus. On a besoin des antibiotiques quand c'est un virus. Il ne faut pas habituer son corps à tout le temps avoir des antibiotiques. Après, au bout d'un moment, je pense que le corps ne réagit plus. Savez-vous où on peut trouver des antibiotiques, à part dans les pharmacies et les hôpitaux? On n'a pas le droit d'en acheter de façon libre. Je sais pas, en grande surface peut-être. Bon, à part à la pharmacie. Dans nos selles, et du coup ça pollue, ça envoie des produits dans la nature qui sont à filtrer, à nettoyer, c'est un vrai problème. Non, en vrai, je sais pas. Supermarché, je crois. Dans les poissons, dans l'eau surtout, on en trouve, parce que ça ne s'efface pas. On trouve beaucoup d'estrogènes dans l'eau, des trucs comme ça, quoi. Alors, on vient d'entendre ce micro-trottoir. Donc, Fabrice, vous êtes expert, entre autres, en antibiorésistance. On voit qu'il semblerait que finalement, ce qu'est un antibiotique et qu'est-ce que l'antibiorésistance, c'est pas forcément complètement acquis. Donc, déjà, dans un premier temps, merci d'être avec nous. Et peut-être qu'on peut revenir sur, déjà, évidemment, quelles sont vos missions en tant que chercheur, mais surtout, qu'est-ce qu'un antibiotique et qu'est-ce que l'antibiorésistance? D'accord. Donc, je suis directeur de recherche à INRAE et directeur de l'UMR Agroécologie. Donc, c'est un laboratoire qui comporte 200 permanents, environ 90 chercheurs et enseignants-chercheurs qui appartiennent à INRAE, l'Institut Agro Dijon et l'Université de Bourgogne. Donc, notre unité mène des recherches en agroécologie pour mieux utiliser la biodiversité, cultivée, non cultivée, pour réaliser les transitions agroécologiques et alimentaires. Alors, parmi les missions qui nous sont confiées, on contribue à étudier et utiliser le microbiote des sols pour optimiser les services écosystémiques rendus par les sols agricoles. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes amenés à étudier le phénomène d'antibiorésistance qui se développe en raison de l'exposition aux antibiotiques. Mmh. Alors, qu'est-ce que l'antibiorésistance? C'était la question que vous me posiez. Oui, et peut-être aussi, qu'est-ce qu'un antibiotique? Parce que peut-être que c'est pas toujours très clair, finalement. Alors, un antibiotique, ça peut être une substance naturelle. D'ailleurs, on a peut-être tous en tête le nom d'Alexander Fleming, qui est le découvreur d'un antibiotique naturel, la pénicilline, qui est produit par un champignon, Penicillium notatum, et qui inhibe la croissance de staphylocoques. Donc, un antibiotique, c'est une substance naturelle. Alors maintenant aussi, on a des antibiotiques qui sont issus de la synthèse chimique. Donc, cet antibiotique va avoir des propriétés qui permettent d'inhiber la croissance des bactéries. Donc, antibiotique contre la croissance des bactéries. Alors évidemment, ces antibiotiques sont très utiles pour la santé de l'homme et la santé des animaux, puisqu'ils permettent de guérir bon nombre d'infections bactériennes. Et donc, la contrepartie, c'est l'antibiorésistance. Et bien, c'est aussi un phénomène naturel, parce que les bactéries, en réponse à l'exposition aux composés antibiotiques produits naturellement, ont, au cours de leur évolution, développé tout un arsenal de solutions qui permettent de lutter contre ces antibiotiques, et c'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Et quelles sont les principales voies? Du coup, en fait, pour développer l'antibiorésistance, il faut qu'elle soit mise en contact avec un antibiotique. Quelles sont les principales voies d'entrée des antibiotiques dans l'environnement? Alors, les principales voies d'entrée des antibiotiques dans l'environnement dépendent des antibiotiques que l'on considère. Donc, on a des antibiotiques qui sont destinés à la médecine humaine et d'autres antibiotiques qui sont destinés à un usage vétérinaire pour protéger le cheptel. Alors ça, c'est en Europe. En Amérique du Nord ou du Sud, les antibiotiques peuvent aussi être utilisés comme produits de protection des plantes. Donc, appliqués sur les plantes
notamment production de pamplemousse, pour éviter le développement de maladies bactériennes. En Europe, c'est interdit. Donc, si on considère ce qui se passe en France et en Europe, les voies d'entrée pour la médecine humaine, ce sont les effluents des stations d'épuration. Donc, d'ailleurs, dans le micro-trottoir, j'ai noté qu'un des participants a relevé que, effectivement, une des voies d'entrée, ça pouvait être via nos fesses et la contamination des eaux. Donc, celui-là était bon. Donc c'est voilà, une voie d'entrée, c'est les effluents de stations d'épuration, et les boues de stations d'épuration qui peuvent être ensuite appliqués dans des plants d'épandage comme fertilisants des sols agricoles. Pour l'usage vétérinaire, là, c'est l'application des lisiers et fumiers qui sont issus des stabulations ou des digistanes méthaniseurs, donc l'application comme matière fertilisante sur les parcelles agricoles qui vont être les points d'entrée des antibiotiques dans l'environnement. Aussi, dans le cadre de pâturage, d'animaux qui auraient été traités par des antibiotiques, notamment dans les stabulations, donc à la sortie de l'hiver, on va dire. Ces animaux sont encore chargés en antibiotiques et donc les urines et fesses de ces animaux peuvent contaminer les prairies. Et du coup, moi j'ai une question par rapport à, donc vous nous avez expliqué où est-ce qu'on peut retrouver un peu de l'antibiorésistance un peu partout, dans la nature notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se diffuse ? Comment ça se multiplie, quoi, entre guillemets ? Alors, comment ça apparaît peut-être Ouais, comment ça apparaît, ouais. Alors, le phénomène d'antibiorésistance, comme je disais, il est naturel. Donc, il y a plusieurs. Peut-être ce que je vais citer, c'est les mécanismes de résistance aux antibiotiques. Donc, il y en a plusieurs. On parle de résistance innée, de résistance acquise. Donc, si les résistances innées, c'est les capacités qu'ont les bactéries à résister aux antibiotiques de par leur structure. Certaines ont des membranes qui sont imperméables aux antibiotiques. Donc, elles résistent naturellement à cet antibiotique. Mais à tous les antibiotiques ou à certains antibiotiques seulement ? Certains antibiotiques, d'accord. D'autres sont dotés de pompes à efflux. Donc, c'est des pompes à la surface de la membrane qui permettent de recracher, si je peux dire, l'antibiotique en dehors de la cellule. Et puis après, on a des mécanismes qui sont acquis. Donc ça, c'était les mécanismes innés. Des mécanismes qui sont acquis, là, c'est par exemple la mutation de la cible. Donc l'antibiotique cible une protéine dans la cellule. L'acquisition d'une mutation va permettre d'éviter l'action de l'antibiotique. Et donc là, on aura une acquisition de résistance qui ensuite peut se diffuser dans la population, dans les populations microbiennes. Et puis d'autres mécanismes tels que la production d'une enzyme qui va modifier ou détruire l'antibiotique permettra d'éviter l'action de l'antibiotique. Donc on va dire que c'est les principaux mécanismes de résistance aux antibiotiques. Ensuite, sur la question comment ça se diffuse, je vais redistinguer les populations animales, l'usage des antibiotiques pour protéger les populations humaines et pour protéger les cheptels des animaux. Donc, au sein des populations humaines, la diffusion se fait essentiellement par le contact interhumain. Donc, quand on a un patient qui est atteint d'une maladie par une bactérie pathogène qui peut être résistante aux antibiotiques, il peut y avoir une contamination un peu comme dans le cas du Covid, par exemple. Bon, voilà, c'est une maladie virale, mais on va dire qu'on a bien vu que les contacts interhumains permettaient la propagation de la maladie. Donc ça peut être un premier élément. Ensuite, pour ce qui est de ce qui se passe en dehors des populations humaines, on va dire que cette diffusion de l'antibiorésistance peut se faire dans des hotspots, on va dire des points chauds,
qui combine l'exposition aux antibiotiques, parce que l'exposition aux antibiotiques, c'est la pression de sélection, des populations microbiennes importantes, comprenant des populations d'agents pathogènes telles que des bactéries infectieuses et d'autres contaminants qui peuvent agir comme co-sélecteurs, par exemple des biocides ou des produits pharmaceutiques à base de minéraux tels que le cuivre. Ok. Donc là, un hotspot, c'est les stations identifiées quand on croise ces trois mécanismes, ce sont les stations d'épuration, par exemple. Du coup, donc, vous parliez de diffusion possible. Est-ce que donc, c'est des gènes qui vont se transmettre entre bactéries, c'est ça? Enfin, ou des parties d'ADN de bactéries qui vont se transmettre entre bactéries? C'est ça. Pour les mécanismes, les processus, on va dire, qui sont acquis, c'est effectivement ça. C'est-à-dire, on parle d'îlots, donc de résistance aux antibiotiques. Donc, c'est des parties, alors je vais utiliser des termes un peu pointus, génomiques, donc un ensemble de gènes qui vont être échangeables entre différentes populations bactériennes par un phénomène de sexualité. Alors, les bactéries peuvent avoir de la sexualité, c'est ce qu'on appelle le transfert horizontal de gènes qui est médié par la conjugaison bactérienne. Donc, les bactéries sont capables d'échanger du matériel génétique, notamment des plasmides. Donc, ce sont des petits éléments extrachromosomiques qui portent des résistances, et notamment des résistances aux antibiotiques. Donc, effectivement, elles peuvent échanger des résistances aux antibiotiques ainsi. Donc ça veut dire qu'une bactérie qui n'a jamais été mise en contact avec un antibiotique peut quand même avoir acquis la résistance à cet antibiotique. Pour une résistance acquise, oui. Et en fait, cette résistance a un coût énergétique. Donc, pour maintenir cette résistance, il faut qu'il y ait une pression de sélection. D'accord. Et qui est exercée par l'antibiotique. Donc, ça veut dire que cette bactérie, même si, pour que on va dire que la fonction d'antibiorésistance soit fixée dans le génome, il faut qu'il y ait quand même une exposition. Donc, D'accord. je dirais que dans l'absolu, la réponse est oui à votre question. Ouais. Dans les faits, une exposition aux antibiotiques. Ou à un facteur de co-sélection. Parce que justement, sur ces éléments génétiques qui comprennent les gènes d'antibiorésistance, il peut y avoir aussi des éléments de résistance, par exemple, à un biocide, au cuivre, par exemple. Et donc là, s'il y a une exposition au cuivre, on peut avoir une co-sélection de gènes de résistance aux antibiotiques. D'accord, intéressant. D'accord. Et ça, même de l'antibiorésistance, elle peut passer de bactéries différents types. Je ne sais pas trop. On dit que l'antibiorésistance, là, elle peut se transmettre, enfin s'apprendre en quelque sorte, même si c'est d'une bactérie à une espèce, je ne sais pas si c'est le bon mot, différente de bactéries. Alors, si on parle de conjugaison bactérienne, donc c'est ce que je disais, l'échange de plasmides, il y a ce qu'on appelle des facteurs de compatibilité et d'incompatibilité. Donc, ça veut dire que tout n'est pas possible quand même. D'accord, donc, en fait, quand même. ce sont dans des genres bactériens reliés, on va dire, et présentant les bons facteurs de compatibilité. Ok. Mais là, Fabrice, du coup, je fais une petite digression, mais tu viens de parler du cuivre, par exemple. Est-ce que si on parle des vignes ou des gens qui utilisent de la bille bordelaise où les sols sont très riches en cuivre, est-ce que on retrouve plus de bactéries résistantes aux antibiotiques? Évidemment, j'imagine qu'il faut un cofacteur, mais ou est-ce que pas du tout? Ou est-ce qu'on passe à la prochaine question? Je te vois. Donc, j'ai participé, comme tu le disais, Delphine, en introduction. J'ai participé à plusieurs études scientifiques collectives de l'ANSES, et notamment celle intitulée Antibiorésistance et environnement. Et
un paragraphe de cette étude concernait les facteurs de co-sélection. Et le cuivre en était un parmi d'autres. Et donc là, il y a plusieurs mécanismes qui sont impliqués dans la dynamique du cuivre et dans l'acquisition de résistance au cuivre par les bactéries. Donc il y a des pompes à efflux. D'accord. Okay. Gaz, et donc le gène qui code pour ça, c'est COP-A, et du coup, on pourrait retrouver dans des îlots de résistance ce gène-là. Donc c'est ces études qui ont permis ce genre de choses. Par contre, c'était plutôt dans le contexte d'élevage porcin. C'était des études qui ont été faites au Danemark notamment, et pas dans le cas de vignes en fait. Donc, D'accord. je peux pas répondre réellement à la question. Oui, à la question, c'était... Alors moi, j'ai une question du coup du coup, on parle d'antibiorésistance. Et du coup, en quoi c'est problématique de retrouver ces antibiotiques dans l'environnement ? Alors, donc, vous parlez de l'antibiorésistance ou des antibiotiques Du coup, oui, c'est cette antibiorésistance qu'on retrouve dans l'environnement. Pourquoi c'est problématique ? D'accord. Alors, parce que, en fait, les vecteurs, les antibiotiques et l'antibiorésistance peuvent se retrouver dans les différents compartiments de l'environnement et ensuite contaminer, on va dire, la chaîne alimentaire notamment. Donc, si on parle notamment d'agriculture, sur notamment des pratiques de maraîchage qui recevraient des eaux usées pour leur irrigation. Donc, on pourrait avoir effectivement un risque d'exposition à la fois aux antibiotiques et aux bactéries antibiorésistantes via la chaîne alimentaire. Parce que du coup, on pourrait imaginer que cette antibiorésistance, elle rentrerait entre guillemets dans la plante, c'est ça ? Alors, on pourrait avoir... donc, c'est un peu le sujet de la chaire méta, mais on en parlera plus tard. Je pense. On est en avance. Donc, alors, il y a plusieurs mécanismes, en fait. On ne peut pas dire que ça rentre réellement dans la plante. Il pourrait y avoir, on pourrait imaginer des phénomènes de contamination directe. Donc, si on a une irrigation avec des eaux usées par aspersion, par exemple, c'est l'entièreté de la plante qui est exposée aux antibiotiques et aux bactéries antibiorésistantes. Par contre, si on est dans des systèmes de goutte à goutte, il n'y a pas de contact direct, mis à part dans des événements pluvieux où on peut avoir un phénomène de splash du sol sur la plante, et donc du sol qui comprend les antibiotiques et les bactéries antibiorésistantes, qui peuvent contribuer ainsi à la contamination par contact de la plante par des bactéries et des antibiotiques. Donc ça, c'est un phénomène qui est possible. Nous, ce qu'on étudie aussi, c'est la possibilité de transfert via le système sol-plante d'antibiotiques et de bactéries antibiorésistantes au sein de la plante et notamment dans des plantes qu'on peut consommer directement, telles que des salades ou des radis ou des carottes pour les parties racinaires. Merci beaucoup Fabrice. Eh bien, on fait une petite pause. La chanson de l'invité, eh bien, c'est la tienne, Nothing Else Matters de Metallica. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que j'aime bien les paroles, la mélancolie aussi un peu, et puis le message envoyé. Chacun doit suivre son chemin, pas trop écouter les autres, mais quand même être à l'écoute et croire en ce qu'on fait. Voilà. Donc, d'accord, un beau message de confiance et de tolérance. Eh bien, parfait, c'est parti pour 6 minutes 30. C'est parti, Nothing Else Matters.
myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they say, never care for games they play, never care for what they do, never care for what they know. And I know, yeah. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. Eh bien, vous êtes avec la parenthèse scientifique. On parle aujourd'hui d'antibiorésistance, la revanche des bactéries, avec le docteur Fabrice Martin-Laurent. Alors, docteur Laurent, vous étudiez le sol, notamment via le programme de recherche META dont nous avons parlé en introduction. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les objectifs initiaux de ce projet et peut-être les résultats principaux ? Oui. Alors, le projet META pour Managing Environmental Hotspots and Transmission of Antimicrobial Resistance, c'est un projet de France 2030 qui est financé dans le cadre du PPR Antibiorésistance. Donc, c'est un plan national qui est coordonné par l'INSERM. Donc, il s'agit d'une chaire de chercheurs seniors. Donc, c'est un dispositif un peu particulier qui nous a permis d'accueillir Edward Top, qui a rejoint le laboratoire il y a 2 ans et demi, après avoir réalisé sa carrière à Agriculture Agri-Food Canada, donc dans le centre de recherche de London, en Ontario, et qui est l'équivalent de l'INRAE pour le Canada. Donc je connaissais Ed depuis une trentaine d'années, on a fait un peu notre carrière en parallèle, et puis on s'était toujours dit qu'on travaillerait ensemble sur un beau projet, et donc c'est le projet META. Donc, ce projet vise à évaluer les risques qui sont liés à l'utilisation des eaux usées pour irriguer les cultures maraîchères. Alors, les risques à la fois pour la santé des écosystèmes et la santé de l'homme. Donc, comme vous le savez peut-être, l'Europe, la Commission européenne a autorisé la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation des cultures, et ce pour suppléer au manque d'eau en raison du changement climatique, notamment dans le bassin méditerranéen, qui est riche en arboriculture et en culture maraîchère, et qui approvisionne, on va dire, quasiment tout le nord de l'Europe. Là, on parle d'eau usée après traitement ? Oui. Oui, mais aujourd'hui, les eaux usées issues des stations d'épuration, les stations d'épuration ne sont pas dimensionnées pour abattre les micropolluants. Donc ça, c'est un des sujets aussi qui est posé par le projet META, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer les traitements et notamment envisager l'adoption de traitements quaternaires
pour abattre justement ces micropolluants. Donc nos travaux consistent à mener des expérimentations dans des conditions contrôlées, en serre, en cultivant des légumes, radis et salades, en les irriguant avec des eaux usées prélevées en sortie de stations d'épuration, donc dans des conditions réelles. On a un partenariat avec stations d'épuration et à étudier le devenir des antibiotiques et des bactéries antibiorésistantes dans le système sol-plante. On caractérise l'effet produit par l'irrigation des eaux usées sur les communautés microbiennes du sol et sur les fonctions écosystémiques du sol, notamment en lien avec le cycle de l'azote. On suit des populations microbiennes marqueurs de l'activité humaine, alors notamment Escherichia coli, qui est une bactérie fécale spécifique, donc qui peut être utilisée comme traceur de contamination humaine. Et puis aussi des bactéries appartenant au genre de Clostridium, pour lesquelles en fait des questions se posent. Donc c'est des bactéries qui sont sporulentes, qui peuvent être éventuellement impliquées dans le syndrome inflammatoire de l'intestin, qui ennuie pas mal de nos concitoyens, et sur lequel il y a une thèse financée par l'ANSES qui vient de débuter. Et puis, in fine, l'objectif, c'est aussi de voir quel sera l'impact de l'exposition de l'homme aux antibiotiques et aux bactéries antibiorésistantes via des aliments qui pourraient être contaminés par ça. Et donc, dans le cadre du projet META, on collabore avec le professeur Didier Houquet du CHU de Besançon, qui a développé un intestin artificiel dans lequel on pourra faire manger à cet intestin des radis ou salades contaminées avec des antibiotiques et des bactéries antibiorésistantes, et regarder l'impact que ça a sur le microbiote intestinal. Donc, au-delà de ces expérimentations scientifiques, la chaire META, c'est aussi de produire des recommandations pour les porteurs d'enjeux, et ce, dans l'objectif de mieux utiliser l'irrigation avec les eaux usées. Et dans ce cadre-là, nous avons organisé un colloque international qui a été financé par l'OCDE, soutenu par la FAO et l'UNESCO, qui a rassemblé une trentaine de chercheurs d'une vingtaine de nationalités. Et on est en train de finaliser l'écriture d'un article d'opinion qui propose des recommandations à l'échelle internationale pour pouvoir utiliser les eaux usées en agriculture sans danger ni pour la santé de l'homme, ni pour la santé de l'environnement. C'est fabuleux, bravo. Bravo pour ce projet. Fabrice, peut-être, est-ce que c'est possible de rappeler où vont les eaux usées en sortie de station d'épuration d'habitude ? Actuellement, elles vont dans l'exutoire, enfin le milieu receveur, les cours d'eau et les effluents de stations d'épuration sont dilués dans les cours d'eau. D'accord. Elles ne sont pas réutilisées, donc elles peuvent être réutilisées, mais elles ne sont pas réutilisées systématiquement. Okay. D'accord. Et du coup, quels sont, par rapport à du coup cette antibiorésistance, vous avez pu mettre en évidence, ou peut-être pas encore du coup, qu'il y a un risque pour l'homme derrière, à travers ces irrigations et ces eaux, tout ce que vous étudiez par rapport à l'antibiorésistance qui traverse le sol et qui peuvent peut-être du coup aller dans les plantes? Oui, pour l'instant, nous n'avons pas de résultats qui le démontrent, en tout cas. D'accord. C'est plutôt rassurant. À venir, peut-être, mais pour l'instant, bonne nouvelle. Moi, je trouve ça même surprenant. Je pensais qu'on avait déjà des données et des informations là-dessus, parce que les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est assez ancien quand même. On n'avait pas plus de données que ça déjà? Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que pendant de très nombreuses années, on considérait que les antibiotiques étaient, on va dire, pas minéralisés, mais transformés suite au passage dans l'homme ou l'animal. D'accord. Ah oui. Donc, on parlait de métabolisation. Donc, on va dire que la notion de contaminant émergent a fait, dans l'environnement, inclut les antibiotiques, les composés pharmaceutiques et d'autres. Donc, c'est une préoccupation récente, on va dire.
et qui est lié, on va dire, au cycle de l'utilisation de l'eau, essentiellement. Oui. Donc le problème d'antibiorésistance, en fait, n'est pas récent, puisqu'il y avait déjà des problèmes par rapport à la consommation d'antibiotiques, mais par contre, dans l'environnement, c'est tout nouveau. Enfin, on s'en rend compte maintenant. On s'en rend compte depuis, je dirais, une dizaine d'années, on va dire. Ok. Et ça a mis du temps à arriver dans la scène politique. Ouais. On va dire, et la prise en compte de ces problématiques est assez récente, on va dire, à une échelle globale. Ça correspond aussi, on va dire, à l'émergence du concept de la santé unique, du One Health en anglais, où la santé de l'environnement, on va dire la santé des écosystèmes, la santé des hommes et des animaux sont liés. Ouais. Et je dirais que ce cadre conceptuel a permis quand même de mettre en évidence que il y avait une problématique. Enfin, l'antibiorésistance, l'usage des antibiotiques rentre bien dans ce concept du One Health. Et peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que la guerre en Ukraine actuellement montre aussi l'importance que revêt la maîtrise de l'antibiorésistance, parce que là, en Ukraine, il y a vraiment une grosse problématique sur la prise en charge des blessés de guerre qui sont atteints de bactéries multirésistantes et dont la prise en charge est, on va dire, assez brutale, puisque les soins apportés ne peuvent pas permettre d'éliminer ces bactéries, et ça se termine par des amputations. Ouais. Et donc ça fait partie des risques pour l'homme, du coup, cette antibiorésistance? Là, on est dans ce que je viens d'évoquer. Ouais, c'est un peu extrême, on est d'accord. bien sûr. Des champs de bataille, voilà. Et la pénicilline a sauvé des vies aussi pendant la guerre 45, on va dire. Hein. Mais donc là, on est vraiment dans des situations extrêmes. Hein. Ouais. Par contre, effectivement, sur le côté santé humaine, une des préoccupations principales de l'OMS en ce moment, c'est la lutte contre l'antibiorésistance, qui, à l'horizon 2050, on évoque des chiffres de 50 millions de morts par an. Ah oui. Dans le monde ou en Europe, en France? Dans le monde. Avec des prises en charge de, par exemple, pour la fin de vie, souvent, on passe par des prothèses diverses et variées. Ça, c'est aujourd'hui possible parce qu'il n'y a pas de risque, enfin, peu de risque d'infection par des bactéries nocosomiales qui seraient résistantes aux antibiotiques. Mais je pense que si vraiment on a émergence d'antibiorésistance, toutes ces pratiques chirurgicales, je dirais, qui sont pour améliorer le quotidien des patients ne seront plus possibles, puisque le risque de contracter une bactérie antibiorésistante serait trop élevé, en fait. D'accord. Ouais, donc là, on voit qu'on est sur de l'enjeu de santé publique quand même, sur cette antibiorésistance. Quel pourrait être le rôle des médecins? Et alors je dis ça parce qu'on a vu dans l'appel antibiorésistance, là, comprendre, innover, agir, qui était un appel à projet 2020, que la France était un des pays où l'antibiorésistance est la plus importante en Europe. C'est vrai, et pourquoi? Alors, oui, alors le rôle des médecins, on va commencer par le niveau d'antibiorésistance en France. Bon, peut-être quelques éléments. Donc, j'ai fait cette dichotomie à la fois médecine humaine, médecine animale. Je vais continuer un peu dans ce thème-là. Donc, la France est dotée d'un système social important qui permet la bonne prise en charge des patients. Et donc, les traitements appliqués aux patients comprennent des antibiotiques. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que la France est un pays agricole avec 31 millions d'hectares de surface agricole utile, avec des productions
animale importante, que ce soit en bovin, en ovin, en volaille, et donc un usage d'antibiotiques vétérinaires important. Donc on a une prévalence, on a une exposition possible liée à ces différents usages. Donc ça, c'était la première partie de la question. Et la deuxième partie, c'était quoi? Donc, c'était sur le rôle du médecin. Ouais, quel pourrait être le rôle de médecin? Parce qu'on l'a vu aussi, un antibiotique, c'est sur prescription, on ne peut pas en avoir comme ça. Donc, une meilleure formation, peut-être que les médecins ont besoin de je sais pas, d'avoir un retour sur tout ce que vous apprenez aussi pour mieux prescrire à tout le monde. Et peut-être aussi les vétérinaires, du coup. Et du coup, oui, peut-être aussi le monde agricole. Donc ici, là, ce qu'on peut dire, c'est que le slogan que vous avez cité, les antibiotiques, c'est pas automatique. Je pense que ça, c'est bien entré, on va dire, dans les mœurs, et les médecins en sont le principal vecteur. Bien sûr. Je pense que là, clairement, aujourd'hui, on peut dire que des efforts considérables ont été faits en médecine de ville, et aussi, alors médecine de ville, on va dire, c'est la médecine quotidienne, et en médecine hospitalière également. Donc je pense que là, on est vraiment dans la bonne voie de ce point de vue. Et puis, pour la médecine vétérinaire, donc il y a eu l'adoption de plans nationaux éco-antibio qui visent à réduire les risques d'antibiorésistance et à promouvoir le bon usage des composés antimicrobiens en médecine vétérinaire. Et ça commence à ça porte ses fruits, puisque entre 2011 et 2022, on a pu réduire, grâce à ce plan, par 50% l'exposition des animaux aux antibiotiques. Donc, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts. Alors sans doute que on peut encore mieux faire, probablement, et notamment pour encore réduire, on va dire, l'utilisation d'antibiotiques. On pourrait mettre en place systématiquement des screenings, identifier au moins distinguer les maladies virales des maladies bactériennes. Parce que parfois, après, il y a des surinfections, c'est pas toujours évident, mais disons que beaucoup de choses sont déjà faites, en tout cas. Okay. Là, c'est intéressant. Donc, là, on vient de voir finalement l'une des façons de limiter cette résistance aux antibiotiques, c'est donc par la réduction de ces antibiotiques. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres alternatives, ou est-ce qu'on est en train de réfléchir à d'autres antibiotiques, par exemple, ou bien d'autres molécules qui pourraient nous aider éventuellement à combattre les bactéries? Alors, c'est vrai qu'on se rend compte que la diminution de l'usage des antibiotiques, c'est une des clés, parce qu'en fait, finalement, ça va permettre de réduire la pression de sélection. Et ça va permettre aussi de réduire l'exposition à ces antibiotiques, et donc le risque de voir émerger des antibiorésistances. Mais on voit que ça n'est pas suffisant. Et donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à développer de nouveaux antibiotiques pour lutter notamment contre les bactéries multirésistantes. Alors une des difficultés à cela, c'est que le modèle économique n'est pas très favorable, parce qu'on sait que le développement de ces molécules antibiotiques prend du temps, nécessite un investissement en R&D, et aussi nécessite l'obtention de mise sur le marché de ces produits. Et on sait de toute façon qu'à partir du moment où on va les mettre sur le marché, vont apparaître des bactéries, des résistances. Donc, du point de vue économique, c'est pas idéal pour une firme qui souhaiterait développer de nouveaux antibiotiques, puisqu'ils savent que de toute façon, ils vont investir beaucoup et qu'au bout d'un moment, leur produit sera inefficace. Donc, il y a un enjeu là-dessus à poursuivre les développements de bactéries, nouvelles molécules, mais on a un peu un blocage sur les investissements qui pourraient être faits là-dessus. Bon, il y a de nouvelles stratégies qui sont envisagées, telles que la stratégie du cheval de Troie, qui consiste à utiliser un assemblage d'antibiotiques et de bactéries et de composés tels que des sidérophores, qui vont permettre à
au composé d'entrée dans la cellule. Et puis, une fois qu'il sera relâché dans la cellule, l'antibiotique, la céphalosporine, va pouvoir avoir son activité antibiotique. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cette stratégie la stratégie du cheval de Troie. Et puis, sur les autres options, eh ben, il y a des choses plus connues, comme la vaccination, qui fonctionne, hein, puisque une vaccination au méningocoque pour contrer la méningite existe, donc à développer. Il y a la phagothérapie, donc c'est l'utilisation de phages qui peuvent, donc ce sont des virus qui sont capables d'infecter et de tuer certaines bactéries qui pourraient être développées. Alors, c'est assez difficile à maîtriser et pour l'instant, c'est utilisé dans le cas d'infections qui ne sont pas traitables autrement, on va dire. Eh bien, merci beaucoup. Fabrice, Pauline me fait des gestes en me disant c'est fini, on n'a plus le temps. Je suis désolée parce que c'est vraiment passionnant. On serait bien resté avec toi encore une bonne demi-heure ou 1 heure. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenu avec nous sur ce sujet de l'antibiorésistance. Et puis, on te dit à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Vous reprendrez bien un peu de science ? Eh bien, vous êtes toujours sur la parenthèse scientifique, la revanche des bactéries, et on passe au cabinet de curiosité avec Marie-Cécile. Le cabinet des curiosités. Alors aujourd'hui, petit changement, puisque jusqu'à maintenant, je vous ai essentiellement parlé de curiosités touchant le vivant. Aujourd'hui, on va parler cailloux. Si les Rolling Stones, ou Pierre qui roule en français pour ceux qui ne sont pas bilingues, déchaînent la passion des amateurs de rock depuis les années 60, les Moving Stones, ou Pierre qui bouge, elles, déchaînent la passion des scientifiques et les spéculations les plus farfelues depuis les années 40. Mais de quoi je parle ? Eh bien, je parle du mystère des pierres mouvantes de la vallée de la mort. Alors, la vallée de la mort, comme son nom l'indique, est un endroit pas hyper accueillant. Il s'agit d'un désert situé en Californie, et c'est un des déserts les plus secs du monde, avec moins de 300 mm de précipitations par an, donc 3 fois moins que dans la Drôme, et où les températures peuvent dépasser les 50 degrés. Mais elles peuvent aussi parfois descendre bien bas, avec des températures négatives enregistrées parfois en hiver. Alors là, vous vous dites, super, maintenant elle nous fait la météo, elle. Mais vous allez voir, ce que je viens de dire n'est pas anecdotique, donc rappelez-vous-en. Bref, revenons à notre mystère. En 1948, 2 géologues américains rapportent pour la première fois la présence de traces, comme un sillon, qui se finit au niveau d'une pierre dans une plaine de la vallée de la mort appelée de fait Restrak Playa. Ces traces laissent penser que ces pierres se sont déplacées en se traînant difficilement dans la plaine. On ne parle pas de gravillon, on parle bien de pierres qui peuvent peser jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Et on ne parle pas d'une, mais de centaines de traces creusées par le mouvement présumé d'autant de pierres. Autre observation étonnante, parfois d'un coup, on dirait que les pierres ont fait un changement de direction radical, voire dans certains cas un demi-tour. Bon, là en soi, on se dit que c'est effectivement bizarre, normalement les pierres ça bouge pas trop, surtout tout seul, surtout sur du plat, hein. Mais on se dit que quand même, ça reste que des gros cailloux, donc ça doit pas être très compliqué à étudier, même si elles bougent un peu. C'est pas comme suivre le déplacement d'une abeille ou d'une fourmi. Donc en soi, c'est un peu un mystère en carton qu'on pourrait résoudre en 2-2, dont je vous parle aujourd'hui. Et pourtant, il aura fallu plus de 60 ans pour comprendre ce phénomène. Déjà, chose improbable, l'observation du phénomène en direct n'aura pas été faite avant 2013. Avant, on savait qu'elle bougeait parce qu'il y avait les traces, et parce que les scientifiques ont fait des suivis réguliers et vu que les pierres s'étaient déplacées. Mais personne n'avait jamais été témoin du phénomène en direct. Alors comment est-ce qu'elles se déplacent, ces pierres ? Vous vous doutez bien que, comme souvent, quand on ne sait pas expliquer quelque chose, tout le monde y va de sa petite théorie. Parmi elles, il y a bien sûr l'incontournable théorie d'une intervention extraterrestre, mais aussi des choses plus ésotériques avec l'effet du champ magnétique ou encore la théorie des sceptiques qui suspectent l'intervention de petits malins qui n'auraient rien d'autre à faire que d'aller pousser des gros cailloux après la pluie dans le désert. Alors évidemment, sur toutes ces théories loufoques viennent celles, toujours beaucoup moins drôles, de ces rabat-joie scientifiques qui se la ramènent avec leur rigueur et leur pragmatisme. Les premières hypothèses scientifiques proposent que le vent puisse pousser les pierres quand c'est mouillé parce qu'effectivement la région est soumise à de vents forts. Cette hypothèse a été testée sur place mais ne s'est pas avérée concluante. N'empêche, ils tenaient déjà le bon bout avec leurs pistes du vent et de la boue, mais il leur manquait un détail pour que ça tienne vraiment la route. Et ce détail, il a sauté aux yeux des premiers observateurs du phénomène en direct fin 2013.
Ils étaient venus récupérer les données de leur appareil photo installé depuis 2007, justement pour observer les mouvements des pierres, sans succès jusque-là, quand ils ont entendu des craquements venant de toute la plaine. Et là, sous leurs yeux ébahis, ils ont vu les pierres bouger. Alors en soi, vu la vitesse du déplacement du truc, ça devait pas être hyper spectaculaire et ils se sont probablement d'abord demandé si elles bougeaient vraiment ou bien s'ils hallucinaient. Parce que nos pierres là, c'est pas fin de chiot. Elles se déplacent entre 2 à 5 mètres par minute, soit un maximum de 0,3 km par heure. Un bébé irait plus vite. Mais toujours est-il que ça leur a appris une chose, c'est que ce phénomène était lié à la présence de glace dans la plaine. Et avec toutes les données recueillies sur l'hiver 2013-2014, ils ont pu résoudre le problème. En fait, s'il pleut assez en hiver, une mare peu profonde peut se former dans la plaine. Et si en plus les températures tombent en dessous de 0, vous voyez la météo, l'eau de la mare gèle la nuit. Pendant les journées ensoleillées, la glace va fondre et les plaques de glace pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de mètres d'envergure vont se former et glisser, poussées par le vent et l'écoulement de l'eau formé par la fonte. Et ce sont ces plaques de glace, qui n'ont pas besoin d'être très épaisses, qui vont, sous la force du vent et à leur tour, pousser les pierres. Quant aux changements de direction brutaux observés dans les sillons, ils sont eux expliqués par le changement de sens du vent d'un jour à l'autre. Puisqu'en fait, les déplacements peuvent avoir lieu sur plusieurs jours de suite si les conditions le permettent. Et donc, cette explication nous permet de comprendre pourquoi ce phénomène est si rare et donc pourquoi il n'a pas été observé pendant si longtemps, puisqu'il faut que toutes les conditions soient réunies en même temps. Il faut assez de pluie pour former une mare, alors qu'on est quand même, rappelons-le, dans un désert, que ça gèle la nuit, qu'il y ait du vent et qu'il fasse assez chaud de jour pour que la glace fonde un peu. Bref, mystère résolu pour une fois. Alors, autant dans certaines des curiosités de la nature, la réalité dépasse la fiction, autant là, la réalité est presque décevante. On peut donc remercier les scientifiques d'avoir brisé la magie du phénomène, mais on ne va pas trop les blâmer parce qu'au final, ce qui va encore plus définitivement briser la magie, c'est la fin de ce phénomène qui se profile avec le changement climatique. Vous reprendrez bien un peu de science ? Merci beaucoup Marie-Cécile. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Alors, on passe aux actualités de la Fondation. Eh oui, pour ce mois de mai, nous avons une actualité assez chargée à la Fondation. Alors, on commence par la conférence grand public que nous faisons mensuellement à la médiathèque La Tour Maubourg. Ce sera le 14 mai avec Catherine Laine qui viendra nous parler de la sensibilité des arbres. Et pour rester dans cette thématique, ne manquez pas non plus l'édition Pint of Science qui sera organisée à Valence le 20 mai au bar associatif Le Cause Toujours, où nous partagerons un moment convivial autour d'une bière ou une autre boisson, bien sûr, avec Eva Grill et Aurore Toulou, deux chercheuses qui viendront nous en dire plus sur l'importance et le rôle des arbres dans la préservation de notre microclimat. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés, nous cherchons des volontaires pour venir à la mairie de Soyons où nous organisons une réunion de lancement le 23 mai. Donc, c'est une réunion de lancement pour un grand projet participatif autour de la biodiversité et les espèces envahissantes. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de la Fondation. Et enfin, retrouvez-nous le 24 mai à l'occasion de la fête de la nature, j'allais dire la fête de la science, mais pas encore. Donc ce sera organisé à la forêt de Soux. Merci beaucoup Pauline. Eh bien, on était encore une fois ravis d'être avec vous pendant cette petite heure. Et puis on vous remercie d'être fidèles et d'être restés avec nous jusqu'au bout de cette émission. On remercie également le docteur Martin Laurent d'avoir été notre expert du jour sur l'antibiorésistance. Et puis, bien écoutez, on vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah, ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.